Bonjour à toutes et à tous, vous êtes formidables en Nouvelle-Aquitaine, c'est reparti avec de belles rencontres, de l'info et de la bonne humeur. Salut le Mapecho. Salut Alice. Comment ça va? Bonjour. C'était toi le Mapecho aussi. Oui, Bruno, oui. tu vas nous parler d'emploi aujourd'hui. Oui, emploi accompagné, un dispositif au service des personnes en situation de handicap et des employeurs. Très bien. Toi Jean-Jacques, tu vas nous parler de petites bêtes qu'on n'aime pas trop. Alors, des petites bêtes qu'on n'aime pas trop, pourtant on vit avec elles, on cohabite depuis plusieurs milliers d'années avec elles. On les a très proches de nous, ce sont les araignées. Et elles sont utiles. Et elles sont très utiles. Et on verra ça. Et puis du côté de Kevin. Salut Vanessa. Coucou, de la cuisine évidemment aujourd'hui, Oui, avec toi. de la cuisine avec du magret de canard et des agrumes. Vous allez me dire, le canard à l'orange, c'est une recette emblématique de notre pays. Moi, je l'ai travaillé totalement différemment avec plein d'agrumes. Le magret, il est en tataki. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Très bien, puis on va déguster évidemment Bien sûr. avec notre invité, ou peut-être je devrais dire nos invités. Aujourd'hui, on reçoit un amoureux des rapaces, il est fauconnier, il vit en Corrèze et il est accompagné. On découvre tout ça juste après ça. Et je suis extrêmement heureuse de vous présenter nos invités. Bonjour, Bonjour. à tous les deux, Jean-Michel Couillade et Pollux. Pollux. Voilà, Voilà. Pollux qui est la star de cette émission, évidemment. Eh oui, Elle va vous piquer la vedette. sans problème. Alors Pollux, c'est un grand-duc. C'est un grand-duc européen, voilà, c'est un nocturne, et donc un grand-duc par excellence. C'est une femelle. C'est une femelle, voilà. C'est D'accord. une femelle qui fait 2,8 kg à peu près. Pourquoi elle allait comme ça? C'est Elle se normal? ventile, un peu stressée bien sûr. Elle est un peu stressée d'être là? Oui, bien sûr, c'est normal. Sur un plateau télé, c'est Eh stressant? oui, c'est pas son environnement habituel quand même. Ouais. Et là, donc, vous la tenez, enfin, elle est sur votre, Oui. sur votre main, sur votre gant. Oui, sur notre gant, oui, Ouais. c'est ça. Elle risque de s'envoler un moment ou pas? C'est possible si elle veut venir se percher ou voilà. C'est un oiseau qui aime bien dominer, donc ça aime surtout à se percher en hauteur. Et voilà. Je crois que c'est le plus grand rapace nocturne. Absolument, c'est le plus grand. C'est le plus grand, 1,80 m d'envergure, donc on peut considérer que c'est le plus grand des nocturnes. Alors, bien sûr. tout le monde ne peut pas avoir un rapace, un grand-duc chez soi. C'est votre cas. Vous avez 4 rapaces Oui, chez vous, Jean-Michel. Vous êtes fauconnier. Vous avez un agrément pour avoir ces, oui, ces absolument. animaux. Oui, j'ai un agrément d'élevage et donc tout ça, bien sûr, les oiseaux sont sous arrêtés préfectoraux. Donc, ce qui nous permet d'avoir ce type d'oiseaux à la maison dans des conditions bien particulières. Voilà, parce que ce sont des oiseaux qui sont protégés, bien sûr. On ne peut pas faire n'importe quoi avec eux. Et heureusement, Voilà. évidemment. Et heureusement. Vous avez donc Pollux, grand-duc. Vous avez quoi comme autre rapace? Alors, effectivement, la vedette aujourd'hui, c'est Pollux. Et puis, j'ai donc 2 buses de Harris. Ce sont des petites buses américaines, mâles et femelles. Et puis, j'ai un faucon pèlerin du Maghreb qui est rentré dans l'élevage il y a à peine quelques mois, ou qui est en cours d'affêtage, c'est-à-dire en cours d'apprentissage et d'acceptation de l'humain. Ah oui, l'affêtage, c'est un peu l'élevage, C'est ça, l'éducation, c'est tout le travail qu'on met en relation avec l'oiseau pour que l'oiseau accepte l'humain. C'est Ouais. une tolérance. On parlera de tolérance. Voilà. La Pollux, par exemple, ce grand-duc, vous l'avez depuis combien de temps? Alors, je l'ai depuis 5 ans. Ouais. Et elle vient de me faire ses premiers œufs cette année, voilà, au mois de mars, au moment voilà. Elle n'a pas de mâle, bien sûr, hein, et donc elle a fait ses œufs comme une poule, quoi. Voilà. Et vous l'avez eu, elle avait quel âge quand vous l'avez Elle eu? avait eu 4 semaines. Elle avait 4 semaines. D'accord, elle Donc, était toute petite, quoi. Donc toute petite, élevée à la main, donc Ouais. effectivement pour un oiseau d'élevage, puisque issu d'élevage. Donc vous C'est la nourrissiez à la main. On la nourrit à la main, et c'est une imprégnation que l'on fait naturelle et douce vis-à-vis de l'humain, quoi. Vous avez donc créé même une association en 2022, c'est ça? Oui, c'est ça. En Corrèze, dans votre petite commune? Oui, alors effectivement, l'association a été créée donc, il y a quelques mois en arrière, 2022. C'est les Grandes Ailes Corréziennes. Donc, À Saint-Cyr-la-Roche. À Saint-Cyr-la-Roche, voilà, qui est une petite commune en Corrèze et juste à côté de Brive, quoi. Voilà, petite commune, vous êtes installée après avoir quitté la Bourgogne. Oui. Vous aviez déjà une association en Oui, Bourgogne. j'avais une association qui était
un peu plus généraliste, où on admettait un petit peu toutes les pratiques, la fauconnerie, mais d'autres pratiques de chasse, parce qu'effectivement, la fauconnerie reste une action de chasse quand même, une pratique de la chasse, la plus vieille. Et puis on a recréé, puisqu'on venait en Corrèze, on a recréé quelque chose de plus atypique à la région. Alors c'est quoi les objectifs justement de votre association corrézienne? Alors les objectifs, c'est ni plus ni moins qu'accompagner les oiseaux, c'est-à-dire démystifier les rapaces vis-à-vis du public, présenter dans le cadre légal nos oiseaux au monde, donc aux enfants, aux adultes, lors de manifestations, je précise, de manifestations où on présente nos oiseaux en poste fixe, c'est-à-dire en Vous ne les faites pas voler en fait? Non, on ne fait pas de spectacle, on ne veut pas dénaturer, je ne souhaite pas dénaturer mes oiseaux, qui sont des oiseaux de chasse quand même, ne l'oublions pas. Ils continuent à chasser du coup un petit peu avec vous? Oui, pour l'arrêté préfectoral, il y a une reconnaissance à ce que l'oiseau puisse chasser en toute liberté. Donc on fait voler nos oiseaux en toute liberté à partir du mois de septembre jusqu'à fin mars. D'accord. Voilà, et là on est en période de mue, donc aujourd'hui ils sont au repos normal pour changer leurs plumes. C'est quoi le quotidien de vos oiseaux, avec Pollux par exemple? Le quotidien, alors c'est des oiseaux qui ne bougent pas beaucoup, on est bien d'accord, c'est des rapaces, ça ne bouge pas beaucoup, et on a un quotidien relation animal-humain. Tous les matins, je vais voir, je passe dans mes volières, je rentre dans mes volières, je discute avec eux. Voilà, il y a une certaine relation qui se passe par habitude. Et puis le soir, alors toute la journée, bien sûr, on surveille les oiseaux, mais le soir, après, au moment de la nourriture, du nourrissage, je passe à peu près 3 quarts d'heure par oiseau. Par oiseau? Par oiseau, 3 quarts d'heure par oiseau, pour continuer à les rendre sûrs par rapport à ma présence et par rapport à la présence des humains. Autrement, on ne pourrait pas présenter nos oiseaux en public. Parce que là, elle est quand même super sereine, Pollux. Eh bien oui, parce qu'elle elle a l'habitude de nous voir. Voilà. Ce qui est génial, c'est que là, on n'a pas vu, mais vous faites tout le temps des bisous à Pollux. Ah oui, alors ça, c'est génial. Ça, c'est extraordinaire, mais ça, c'est du plaisir, c'est ce que je redonne à mes oiseaux. Alors l'oiseau, bien sûr, on a le sentiment que l'oiseau va l'accepter, il l'accepte, mais on n'a pas le retour. Il nous accepte comme en présence. Nous, on est fou gaga, on va dire le mot fou gaga de nos oiseaux. On y prend soin, parce que c'est pas cette relation qu'on travaille, c'est une relation de longue haleine, donc voilà. Mais on est gaga, oui, c'est le mot. Où est-ce qu'on pourra vous voir, peut-être les prochaines fêtes que vous pouvez annoncer, où vous serez présent avec Pollux ou avec vos autres rapaces? Alors, on a une très belle fête qui va se présenter, sur Uzerche. En Corrèze. Voilà, en Corrèze, au pied de la Vézère, où on va faire Garenne en fête. Voilà, avec la mairie d'Uzerche. C'est quand? C'est le 14 juillet. D'accord. Voilà, c'est le 14 juillet à Uzerche, donc il y a Égletons aussi? Il y a Égletons. Alors Égletons, ça va être extraordinaire parce que ça prépare à une grande relation. Voilà, le château d'Égletons, le château de Ventadour, où on va faire une journée médiévale dans le cadre, effectivement, d'un week-end médiéval. Nous, on sera le dimanche. C'est le 6 août de mémoire. Voilà. Et de toute façon, je vous engage à aller sur le site de votre association, Jean-Michel, pour avoir toutes les infos de ce que vous proposez et où vous voir et où rencontrer vos oiseaux. C'est ça qui est voilà, sympa. Tout sera affiché de toute manière sur le site, toutes les fêtes sont affichées. Vous restez avec nous, avec Pollux, évidemment, qui me regarde de ses grands yeux. C'est impressionnant, hein, j'avoue que ces beaux yeux. Ouais, en même temps, elle est super sage. On va tout de suite parler d'emploi et c'est Bruno qui nous rejoint. Alors Bruno, ça va, t'as pas peur des oiseaux? Je fais attention, parce qu'elle souffle. Elle te regarde, elle attention. souffle. Elle souffle dès qu'elle te voit. Et ça te fait bien plaisir. Tu viens nous parler de l'emploi accompagné aujourd'hui, Bruno. Oui, alors l'emploi accompagné, c'est quelque chose qui est assez important, je trouve, dans le process d'accompagnement des personnes en situation de handicap et des employeurs. Alors, ça existe depuis 2017. Le texte, en fait, prévoyait qu'il fallait mettre en place un dispositif d'emploi accompagné qui comportait un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle pour les personnes qui recherchaient un emploi ou qui étaient déjà en emploi dans le milieu ordinaire. Donc, personnes handicapées, milieu ordinaire. Donc, c'est effectivement bien un dispositif qui s'adresse aux personnes qui sont en situation de handicap. Oui, c'est ça. Ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder en emploi en milieu ordinaire et de s'y maintenir. Donc ça, pour arriver à ça, il y a un découpage très précis. Il faut un accompagnement médico-social.
c'est normal puisqu'on parle de handicap, et puis un soutien à l'insertion professionnelle. Il y a un certain nombre de prestations qui permettent d'arriver à ces objectifs. Alors là, il y a Pollux qui a fait s'envoler tes fiches, non? Non, eh bien non, je les tiens, mes fiches. Je les tiens, mes fiches. C'est toujours très impressionnant. Voilà. Elle vient de nous donner une plume. Ah, magnifique. Ah, mais c'est gentil. On va la garder. Non, mais c'est sympa, c'est pour signer le contrat de travail. Vous voyez, à l'ancienne. Impeccable. Formidable, vous voyez. Merci, Pollux. Alors, je vais résumer un petit peu, puisqu'il y a différentes étapes. Il faut évaluer la situation de la personne en situation de travail, toujours avec elle, bien sûr, déterminer un projet professionnel, aider à la construction de ce projet, l'accompagner, bien sûr, dans l'emploi, pour sécuriser l'emploi. En transversal de tout ça, il faut faciliter l'accès aux formations, si la personne elle en a besoin, et au bilan de compétences. Et puis, il faut avoir aussi les capacités d'accompagner la personne dans l'adaptation de sa situation de travail. Qui est-ce qui peut bénéficier aujourd'hui de l'emploi accompagné? Alors, c'est très clair. Déjà, il faut avoir plus de 16 ans. Donc, tu es concerné si... Ah bon? Alors, si tu as plus de 16 ans, mais il faut bien sûr... Ça ne suffit pas. Voilà, avoir une reconnaissance de travailleur handicapé et donc avoir une notification de votre MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Il y en a une dans chaque département. Ou alors une prescription de Cap Emploi, de Pôle Emploi ou de la mission locale qui donc... qui sont en charge respectivement de différents types de publics. Ensuite, l'emploi accompagné s'adresse aux personnes qui sont inscrites dans un parcours d'accès à l'emploi vers le milieu ordinaire, mais également aux personnes qui sont en emploi, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public, ou alors aussi aux personnes qui sont en emploi, mais en ESAT, en établissement spécialisé et services d'aide par le travail, qui veulent quitter l'établissement et qui veulent aller vers le milieu ordinaire de travail. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ce dispositif bénéficie aux personnes qui sont en situation de handicap, mais aussi aux employeurs. Alors pour moi, c'est la... tiens, je touche le micro, pardon. Pour moi, c'est la principale évolution. Oui. On a toujours mis en place des systèmes, des dispositifs d'accompagnement des personnes handicapées vers l'emploi, handicapées ou non d'ailleurs, mais là, des personnes handicapées. Je trouve, moi, qu'on a souvent oublié l'employeur. C'est vrai que c'est particulier. C'est la vraie plus-value de l'emploi accompagné. En fait, un employeur du privé ou du public qui accueille, qui emploie une personne en situation de handicap, aura un interlocuteur pour cette personne pendant la totalité du contrat. Si c'est un contrat à durée déterminée de 3 mois, il y aura un interlocuteur pendant 3 mois. Si c'est un CDI, il aura un interlocuteur jusqu'à la retraite. Et ça, c'est essentiel. Ça peut rassurer l'employeur. Voilà, ça offre toute une gamme de possibilités qu'il n'y avait pas avant et surtout, ça permet de travailler bien sûr l'accès à l'emploi, mais aussi le maintien dans l'emploi. Est-ce que tu as quelques exemples très concrets de l'utilité de ce dispositif? Par exemple, il y a des personnes qui ont un trouble psychique, qui sont en emploi, il y a un changement de traitement, ça peut jouer sur la fatigabilité du salarié. L'employeur, bien souvent, il est démuni par rapport à ça. Il n'est pas spécialiste, lui, il a besoin d'avoir un salarié, etc. Le référent viendra dans l'entreprise, expliquera à l'employeur pourquoi ça se passe et comment, éventuellement, on peut accompagner ça. Un autre salarié, par exemple autiste, on a parlé ici de l'autisme sur ce plateau. Certains peuvent avoir des difficultés sensorielles, la lumière, un open space, etc. L'employeur, s'il voit que la personne est en difficulté, appelle le référent emploi accompagné. Et là, le référent emploi accompagné met en relation éventuellement avec le médecin du travail, etc., pour travailler sur une adaptation des conditions de travail. Il peut y avoir des choses très simples à mettre en œuvre. Bien souvent d'ailleurs, tu as raison, c'est extrêmement simple. Mais là, on évite que l'employeur soit en opposition directe avec le salarié et les difficultés. On a un médiateur, on a un accompagnateur. Pour avoir plus d'infos, il y a des sites internet évidemment. Oui, donc il y a Cap Emploi, les missions locales, Pôle Emploi. Alors on vous affiche les centres régionaux. Bien sûr, vous vous rapprochez des Pôle Emploi, Cap Emploi et missions locales de votre coin. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous renseigner, que vous soyez personne en situation de handicap, parents par exemple aussi, ou employeurs. Et pour terminer, un agenda. Et oui, c'est les journées portes ouvertes dès
pépinières d'entreprise. Alors on fera une chronique exprès sur les pépinières d'entreprise. C'est un dispositif qui est extrêmement intéressant et qui aide à la naissance au tout début des entreprises. Là, il se trouve que le 14 juin, à l'occasion de cette journée, il y a les PEPS 23, la pépinière d'entreprise PEPS 23 de la Souterraine qui ouvre ses portes. Il y a des conférences, des ateliers, des sessions de jeux, des rencontres avec des entreprises, des témoignages de chefs d'entreprise. Le bonheur, quoi. Et moi, je connais bien la directrice. Candy, elle va vous recevoir, vous allez voir, c'est top de chez top. Voilà un petit salut à Candy du coup. Merci Candy, beaucoup Bruno. Pollux s'est calmé là. Moi j'aurais adoré voir Pollux sur la tête de Bruno. Voilà. Oh mon Dieu. Vous voyez. C'est pas possible ça? Je vous l'avais dit. Non. Ça pourrait faire un peu mal, non? Ça avec pourrait faire mal, serres, oui. 180 kg au centimètre carré de pression. Un peu comme moi, un peu. Vous imaginez les dégâts. Bon on va éviter alors. On va éviter. Et plutôt on va tout de suite s'intéresser à Instant d'avance. C'est le moment où on retrace la vie en Limousin grâce à de vieilles cartes postales. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la fête de l'arbre et de l'eau dans une commune rurale à Rennes. Dès 1907, chaque année, la nature était célébrée en Limousin, voire plus loin. Mettre en valeur des terres incultes, aménager des eaux, défendre des paysages, voilà les nobles causes défendues par la visionnaire société Gay-Lussac. Ah ouais. Août 1930, elle organise son 19e congrès de l'arbre et de l'eau en Creuse. Étape dans le village d'Arène, un spectacle est organisé. À la croisée des chemins, mené par de coquettes vaches marchoises, un char royal orné de feuillage. On entendrait presque au loin les haches des bûcherons, le chant des semeuses. Devant l'eau jaillissante, amphore sur l'épaule, 7 jeunes nymphes glorifient nos bois et nos champs. Ode à la nature, fête de jadis qui ressuscita dans les années 80. Voilà, et on est bien de retour dans les années 2023, ici, sur le plateau de Vous êtes formidable, avec nos invités formidables, Pollux et Jean-Michel. Pollux, grand-duc, voilà. Est-ce que les grands-ducs, vous nous avez dit, ce sont des animaux comme tous les rapaces qui sont protégés en France? Oui, alors depuis longtemps, en 1977. 77, d'accord. 77. Les oiseaux tous les rapaces sont protégés, heureusement. Parce qu'ils sont en danger, sinon ils. Ah oui, la reproduction n'est pas toujours très aisée, la maturité sexuelle est très longue à obtenir pour les oiseaux. Et puis ils ont payé un lourd tribut donc, au niveau naturel de leur zone de reproduction. Et puis l'humain n'a pas toujours été tendre avec eux. Ouais. Voilà. Alors du coup, Pollux, comme vos autres rapaces, viennent d'élevage. Oui, absolument. On n'a pas le droit de déserrer, c'est le mot vrai, puisque le nid c'est une aire, donc déserrer l'oiseau, c'est-à-dire prendre le petit au nid, donc ça c'est interdit. Tous les oiseaux sont issus d'élevage. Donc d'autres fauconniers garantissent le maintien des races et le maintien des espèces. Et donc on a un échange entre les fauconniers, entre les élevages, entre les zoos, qui permet d'éviter une consanguinité, bien sûr, dans les élevages. Jean-Michel, vous avez vécu en Bourgogne, vous travaillez comme ingénieur-chercheur chez EDF. Oui, voilà. Vous êtes né, je crois, à La Rochelle. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à la Corrèze en 2021-22 ? Ah, ça, c'est un long sujet. C'est un sujet. Vous avez 30 secondes. Voilà. C'est un sujet de jeunesse. Je suis un passionné et un amoureux de la nature, ne l'oublions pas. Ça, on l'a bien compris. Voilà, vous l'avez compris. Et je suis un passionné de pêche à la mouche. Donc, la Dordogne m'a appelé dès l'âge de 15-16 ans. Et mes premières émotions, les pieds dans l'eau, ont été faits sur la Dordogne, à Beaulieu, entre Beaulieu et Argentat. Ouais, voilà. Et je me suis juré à l'époque, quand j'étais gamin, de revenir pour y passer une vie paisible, de retraité, ce que je suis aujourd'hui. Un retraité actif. Voilà, très actif. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette grande-duc. Elle est impressionnante. Jean-Jacques, on continue à parler d'animaux, mais on va changer un petit peu de registre. Cette fois, on parle de... Alors, ce ne sont pas des insectes, mais c'est un animal qui fait peur à beaucoup de monde. Voilà, c'est un animal qui fait partie aussi des prédateurs, comme Pollux. Alors,
d'animaux beaucoup plus petits. Effectivement, les araignées ne sont pas des insectes, ce sont des insectivores et ce sont les principaux consommateurs, peut-être même au-delà des oiseaux, de la quantité d'insectes. Donc on peut imaginer qu'on supporte bien tous les insectes parce que nous avons aussi des animaux qui les régulent et les araignées en font partie. Ouais, elles sont utiles. Évidemment. Elles sont utiles. Alors pour les distinguer, les insectes, ils ont 6 pattes et les araignées, ils ont 8 pattes. Donc il faut au moins savoir compter jusqu'à 8. Ouais. Voilà, pour les... J'ai bien fait de venir. Voilà, c'est ça. T'as appris un truc, non? Oui, mais je n'arrête pas. Et si Bruno, tu vas jusqu'à 12, tu peux voir ensuite les mollusques. Non, pas les mollusques, les mollusques, les crustacés. Les mollusques à 8 pattes, à 12 pattes. Donc en fait, oui, ces araignées, donc, ce sont des animaux qui chassent les insectes et elles ont inventé différentes stratégies pour chasser. Il y en a qui chassent en courant, d'autres qui vont chasser à l'affût et d'autres qui vont tisser et mettre des pièges en place. C'est ce qu'on appelle les fameuses toiles d'araignée. Mais très peu d'araignées font des toiles, en fait, dans le nombre d'espèces. Hein. On est à peu près, je crois, 900, 950 en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Elles s'adaptent aussi à leur environnement. C'est ce qui caractérise vraiment peut-être les araignées, même par rapport à des insectes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on a une mouche et puis qu'elle veut sortir, elle va taper 100 fois dans la vitre, bing, 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 elle n'a pas compris qu'il y a une vitre. L'araignée, elle est capable de s'adapter à son environnement. Ouais. On a fait des tests, hein, par exemple. On déplace les repères de sa toile, elle est capable de la reconstruire au même moment, au même endroit, la même forme, avec des repères qui ont changé. Voilà. Si par exemple on fait vibrer la toile d'une araignée pour lui faire croire que c'est un insecte, elle va sortir de sa cachette pour aller dessus, une fois, 2 fois, la 3e fois... Elle va se méfier. Elle va se méfier, elle va s'apercevoir que c'est un leurre. Quoi. Ouais. Voilà. D'autres exemples aussi, quand on coupe la toile des araignées, ils vont se cacher, parce qu'elles peuvent être prédatées par des oiseaux, sous une feuille, en restant en relation par un fil téléphonique avec sa toile pour sentir les vibrations. Si on coupe cette toile, elle va la refaire 2-3 fois, et puis après, au bout d'un moment, elle va en faire 4-5 pour dire j'en ai marre de me déplacer, donc je fais plusieurs toiles. Donc, c'est des animaux qui ont des capacités à réagir tout de suite à des modifications de leur environnement, ce que feront peu d'autres animaux. Ouais. C'est ce qu'on appelle une forme d'intelligence. Quelles sont celles qui vivent chez nous, en France, en Nouvelle-Aquitaine, dans nos maisons? Alors, je ne sais pas, celle-ci. Alors, celle-ci, donc, ça, c'est les perfrelons, c'est une araignée qui vit dehors, celle-ci. Oui. Hein. C'est une araignée qui est capable de rester au milieu de sa toile en permanence, parce que les oiseaux peuvent la prendre pour une guêpe, pour un frelon, ils ne vont pas trop la manger. Le jaune et noir, tout de suite, ça fait peur. Voilà, il y en a d'autres, c'est un leurre, c'est une stratégie, c'est une magnifique araignée. Hein. Donc celle-ci, elle vit plutôt dans les jardins, dans les friches, dans les prés. Mais nous avons des araignées qui vivent effectivement dans les maisons. À l'intérieur. À les maisons, parce qu'elles cohabitent et elles évoluent un petit peu dans notre environnement. Et on en a besoin parce que ce sont elles qui vont... Ça, c'est une araignée qui est plutôt liée à des milieux aquatiques. Hein. Il y en a dans tous les milieux, dans tous les systèmes. Hein. Donc, les araignées Là, c'est l'araignée crabe. Donc, c'est une araignée, une tomise. Hein. C'est une araignée qui est capable de changer de couleur. Hein. Si elle se met sur une fleur jaune, elle peut être jaune. Celle-là, elle va se déplacer. Elle a une araignée caméléon. Homochromie adaptative, comme on dit. Et elle va se cacher. Et un insecte qui vient se poser, mettons sur la marguerite, elle va sortir dessous et l'attraper. Hein. Et tout de suite, la mordre avec ses chélicères pour lui injecter un venin qui lui permet de la digérer. Alors, on va essayer de voir les araignées qui vivent à l'intérieur de nos maisons. Les araignées qui vivent à l'intérieur de la maison. Alors, nous avons par exemple des araignées comme celle-ci qui ressemblent un petit peu, c'est des jeunes épères, hein, qui sont des araignées qui ont la capacité de vivre dans nos maisons. Alors, dans des endroits plutôt sombres, dans des endroits qui sont tranquilles. Et les araignées vont faire, on en verra tout à l'heure, elles vont faire leur toile dans des endroits qui sont stratégiques pour elles. Voilà. Là, par exemple, la fameuse... là, c'est la tégénaire domestique, hein, celle qu'on voit des fois sortir de son canapé. Là. Elles peuvent être grosses, celles-là. Hein. Alors, c'est les plus grosses qu'on peut avoir. Hein. Ah oui. Elles peuvent faire... En gros, les plus grosses araignées qu'on peut avoir en Europe, c'est l'araignée qui vit chez nous. Quoi. Et pour tout te dire, j'en ai vu une tout à l'heure dans les locaux de France 3. Dans les locaux de France 3, voilà. Donc, ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on a des locaux qui sont sains. Parce que les araignées ne vivent pas dans les endroits qui sont malsains. Voilà. Ça rassure Bruno. Ah ben moi, j'en ai toute une tripotée chez moi, donc ça doit être sain. Voilà, c'est ça. Ou tu ne fais jamais le ménage. Il y a peut-être un bout de ça. Tu les nourris peut-être. Hein, c'est possible, c'est possible. Ça, c'est le célibataire et l'araignée font bon ménage. Bon ménage. C'est ça. Je peux vous proposer de venir avec mon oiseau pour faire de l'effarouchement d'araignées. Hein, voilà. Effaroucher Kevin, je pense. Est-ce que justement les rapaces mangent des insectes ou pas du tout? Oui, en période de disette, hein, mais en général non, on reste sur les souris, les rats quand même, voilà, hein, tout ce qui est rampant, 4 pattes quand même, pour ce qui concerne nos oiseaux. Hein, bon, toi tu peux te rassurer, elle ne va pas venir te manger. Le grand-duc, ça peut prédater du chat. Oui.
Oui, ça, voilà, c'est quand même l'équivalent d'un loup dans la chaîne alimentaire ou de la loutre. Ça fait partie des grands prédateurs. C'est des animaux qui sont... Ça peut ça peut chasser jusqu'à entre 3 et 4 fois son poids. Donc, Pollux faisant 2,8 kg, 3 kg. Il faut faire le calcul. Voilà, 12 kilos, c'est quelque chose... 12 kilos. Voilà, 12 kilos, voilà, ça peut aller jusqu'à 12 kilos. Alors, elle aussi, des petites araignées. Alors, ça, c'est quoi? On a changé de photo d'araignée. Non, c'est la même. C'est une dégénère. C'est une dégénère. Alors, il faut savoir qu'en général, il y a un dimorphisme sexuel, c'est les araignées. Dimorphisme sexuel. C'est-à-dire que les femelles sont beaucoup plus grosses que les mâles. D'accord. Oui. Comme les rapaces. Voilà, comme les rapaces. Et les rapaces, c'est pareil chez les rapaces. C'est pareil, les femelles sont plus grosses. Les femelles sont beaucoup plus grosses. On appelle une femelle une forme, et le mâle, c'est un tiercelet. D'accord. Un tiers plus petit. Donc voilà, on a des relations... Une similitude entre les rapaces et les araignées. Ce sont des stratégies d'adaptation. Alors ça, c'est les pholques. Ce sont ces autres petites espèces d'araignées qui ont des grandes pattes, qu'on peut confondre des fois avec des cousins, là, des gros moustiques. Souvent, elles sont dans les coins de nos plafonds. Alors, elles sont plutôt... Autant la tégénère est souvent aux pieds, sous les lits, sous les meubles et autres, autant les pholques sont plutôt dans les coins, dans les sanitaires, dans les toilettes, dans les endroits. Et ce sont des animaux, s'ils sont là, c'est qu'ils ont à manger. Voilà. Donc, ils vous débarrassent tous les jours de dizaines de petits insectes acariens qui vivent dans vos habitations, qui peuvent vous transmettre des maladies, des allergies et autres. Ouais. Les moustiques aussi, ça bouffe les moustiques, c'est plutôt bien. Il faut savoir que vous êtes des fois gêné par les toiles qu'elles peuvent faire. Ça ne fait pas beau, ça ne fait pas propre. Donc, il faut savoir que quand vous détruisez la toile d'une araignée, c'est parce que vous l'avez vue. Oui. Et si vous la voyez, c'est qu'elle est plus efficace. Donc, plus vous rendez service à l'araignée. Non, parce que la toile, l'insecte va l'avoir. Donc l'insecte ne va pas aller se prendre dans la toile exprès et l'araignée va devoir choisir un autre endroit. Et l'endroit n'est pas forcément stratégique. Alors que si vous faites le ménage régulièrement, l'araignée, elle va refaire sa toile régulièrement et vous allez lui donner l'habitude de s'installer chez vous. Voilà. Donc plus vous faites le ménage, plus vous fidélisez les araignées chez vous. Bon, je vais arrêter de faire le ménage. Juste un petit mot pour conclure, Jean-Jacques, assez rapidement. Elles sont vraiment mal aimées, ces araignées? Alors effectivement, elles sont mal aimées. C'est un peu comme les serpents, on ne sait pas pourquoi. C'est notre cerveau reptilien, je sais pas. Mais c'est culturel. Voilà, culturellement, voilà. Même les enfants. Donc effectivement, ça demande un petit effort. Aussi, voilà. Elles ne nous piquent pas. Donc, non, ça ne pique pas. Ça ne mord pas les hommes. C'est pas agressif. Voilà. Donc ce sont des animaux qui sont utiles et qui font partie de notre environnement. Arrêtez de tuer les araignées. Voilà. Je me dis ça à moi-même aussi, parce que j'avoue, je suis un petit peu phobique, mais je travaille sur moi-même. Voilà. Bravo, Vanessa. Comme il y en a qui ont peur des animaux, des oiseaux, et qui ont peur. Oui. Un petit hommage à Eric, un petit clin d'œil à Eric qui est en régie, le producteur de l'émission, qui lui s'est fait attaquer par un dindon quand il était tout petit. Et depuis, il a peur même des moineaux. Voilà. C'est pas joli, Vanessa. C'est pas joli ce que tu fais. Bah oui, c'est joli. On va se balader tout de suite, direction la Vienne. On se retrouve juste après. On va à Senon-sur-Vienne. C'est parti. Aujourd'hui, on vous emmène à Senon-sur-Vienne, une commune de la Vienne située tout près de Châtellerault. Ici, on fait de la création avec du tissu recyclé. On trouve un important patrimoine et on va aller à la rencontre d'une association de twirling bâton. Bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y, rentrez. Alors ça, c'est vos deux métiers? C'est ça. Vous réparez des vêtements et vous en créez? Et c'est ça. Ben, vous nous montrez je crée ça. Des vêtements et je crée aussi des sacs et accessoires de mode. Donc vous, votre particularité, si on regarde bien ce que vous proposez, c'est que vous utilisez des tissus recyclés en fait. C'est ça, c'est de la matière de récupération où je travaille avec des vieux vêtements, en bon état bien sûr, que je choisis, où je travaille avec de la bâche, de la toile de jute, toute matière que j'arrive à récupérer. Vous avez des tissus que vous avez trouvés qui sont plutôt exceptionnels? Oui, j'ai eu en ma possession des sacs de la Banque de France, du Crédit Lyonnais, et j'en ai fait des sacoches il n'y a pas très longtemps. Voilà, le résultat est plutôt sympa. Ah ouais. Ah oui, c'est pas banal ça quand même. Voilà, ça c'est ce qui me plaît le plus à faire. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de billet. Non, il n'y a pas de billet à l'intérieur.
Bonjour. Alors, ici, dans cette maison, il sent pas cette belle. Très belle, oui. Alors, mais ça date. C'est-à-dire, il faut remonter à 1880. La mère Fradin était veuve. Elle a épousé un monsieur Fradin et ils se sont installés après pour être bistrotiers, pour être la guinguette. Ça a pris une extension énorme parce qu'ils ont acheté un bateau, l'Hirondelle, qui faisait la navette depuis, on va dire, en face la Manu, à Châtellerault. Et il faisait, pour amener les gens, il faisait une petite promenade sur la Vienne. Donc ça, c'est le fameux vitrail. Exactement. Qui a une histoire un peu particulière, enfin en tout cas des personnages c'est un des rares, c'est même le seul qui met en scène Charles Martel et le Abderrahman, le roi musulman, les Arabes qui ont été arrêtés, soi-disant, en 732 à Poitiers. Et bien voilà, maintenant, on va aller découvrir un sport un peu particulier. Le bâton, c'est un outil. Ouais, c'est ça, voilà. Parce que vous leur faites quand même faire un parcours. Tout à fait. En fait, le twirling, c'est de la gym, de la danse, c'est du bâton, du théâtre, de l'émotion, voilà. Et du coup, pour les petites, on passe beaucoup par tout ce qui est corps, de façon à ce qu'ils puissent être à l'aise. Et après, au fur et à mesure, on insère des petits outils pour finir avec que le bâton. Voilà. Il faut combien de temps de pratique pour arriver à une manipulation? On en voit, enfin, elles ne sont pas toutes. Alors là, par exemple, Chloé, elle débute. Ouais. Voilà. Donc en fait, on a une facile, hein? Non, c'est pas facile, hein, mais après, elle va réussir plein de choses que toutes les copines arrivent. Voilà. Après, il faut. Généralement, c'est bien si on commence mini, ça débrouille le corps et tout ça. Et puis après, une année de loisirs et hop, après, on peut partir en compétition. Ça donne un petit peu de base. Et puis. Il faut au moins 3 ans pour débrouiller les choses quand même. Le twirling bâton, c'est un sport qui est arrivé quand en France Dans les années 70. Voilà, c'est la Fédération française de twirling bâton. Après, ça s'est développé. Hein. Il y avait une section majorette, en fait. Et puis après, il y a eu une scission, en fait. Il y a eu donc les majorettes qui ont continué dans la rue. Et puis après, les autres qui ont choisi la voie sportive. Et nous sommes de retour sur le plateau de Vous êtes formidables avec nos invités formidables, Pollux et Jean-Michel. On va cuisiner et puis manger. Est-ce qu'elle aime la viande, du coup, évidemment? Et oui, ben oui. Alors donc voilà. Donc on l'approche pas trop de la viande de canard, là, c'est ça? On va laisser J'ai préparé son assiette. Le chef faire, voilà. Je fais une assiette spéciale pour Pollux, donc. Voilà, on va essayer après, mais je pense qu'elle va être très intéressée. Donc on va la laisser un peu reculer vis-à-vis du. Je la mets de côté alors. Oui, oui. Ça, c'est du canard, du coup, hein, Kevin. C'est du canard aujourd'hui, exactement. J'ai travaillé le magret de canard, quand même un produit très emblématique de notre si belle région. Le canard à l'orange, vous connaissez tous? Oui. Recette vraiment classique. Ouais, c'est classique, oui. Le magret de canard, ça va très bien avec n'importe quel fruit, j'ai envie de dire. Orange, framboise, fraise. C'est vrai que c'est une viande qui se marie bien avec le sucré salé. Parce que c'est une viande assez racée, qui a beaucoup de goût. Donc forcément, c'est bien de la contrebalancer avec un petit goût sucré. Moi, aujourd'hui, ce canard à l'orange, je l'ai totalement transformé. J'ai travaillé avec plein d'agrumes. Le citron vert, le citron jaune, le jus d'orange, le yuzu, petit agrume japonais dont j'avais déjà parlé, que j'adore, et le poivre de Timut. Vous commencez à le connaître aussi, pareil, ce poivre de Timut. Un petit goût d'agrume aussi. Exactement. Donc on reste dans l'agrume. Pamplemousse, poivre de Timut, exactement. Donc le magret de canard, qu'est-ce que j'en ai fait? Regardez, j'ai déjà prédécoupé des si belles tranches. Oui. Donc le magret de canard, je l'ai fait cuire en tataki. Maintenant, vous commencez à connaître ce que c'est le tataki. Très peu cuit. Voilà, très peu cuit, une poêle très chaude. On vient le faire en aller-retour. Vous pouvez vous rendre compte, j'ai enlevé le gras du magret de canard. Mais pourquoi? Parce que c'est bon le gras. Oui, je sais que c'est bon le gras. Mais là, je l'ai enlevé vraiment pour avoir que la viande. Ne vous inquiétez pas, le gras, je l'ai gardé.
On peut le garder, le faire fondre, le mettre dans un petit pot en verre. Oui. Et ça nous fait une sorte de graisse de canard entre guillemets. Tu fais cuire des patates dedans. Oui, voilà, des patates avec des lardons, de la graisse de canard. Et après, on arrête de manger pendant 15 jours parce que c'est bon, on a assez mangé. Ma grand-mère me disait que le gras, c'était la vie. Donc, vous voyez, exactement. Elle avait tout à fait raison. C'est toujours la vie, le gras. Avec modération, mais c'est toujours le cas, j'avoue. Donc, ce tataki, moi, après, l'astuce que j'ai, c'est que je l'ai fait cuire hier et je l'ai fait mariner pendant 24 heures dans du soja. D'accord, après la cuisson. Après la cuisson. Pourquoi ? Déjà, parce que ça va lui donner un petit goût salant. Moi, je trouve ça intéressant. Et de plus, en fait, je trouve que ça fait vraiment ressortir le côté rouge de la viande. Là, vraiment, je l'ai sorti juste tout à l'heure et ça lui fait vraiment ressortir ses couleurs. Donc, c'est super intéressant et ça lui donne un petit goût. Toute viande rouge, vraiment, quand on la fait mariner dans du soja, c'est super intéressant parce que ça lui fait vraiment ressortir cette couleur et ça lui donne très bon goût. Très bien. Donc, j'ai détaillé mon petit magret en tranches. Là, vous allez me dire, il va manquer plein de choses. Oui. Il va manquer déjà une petite sauce. La petite sauce qui s'appelle la sauce chimichurri. Est-ce que vous connaissez ou pas la sauce chimichurri ? Ça me dit vaguement quelque chose comme ça, mais je ne saurais pas dire ce qu'il y a dedans. Donc ça vient d'Argentine, la sauce chimichurri. Les Argentins sont très réputés pour faire des grands barbecues. Donc la viande rouge là-bas est vraiment élevée au rang d'art, entre guillemets. Et la sauce chimichurri, c'est une sauce qui vient sublimer cette viande. C'est une sauce froide à base d'huile d'olive, à base de vinaigre, de persil frais, ici, que j'ai détaillé tout à l'heure pendant que vous discutiez tranquillement. Persil, ail, citron vert et citron jaune. On est vraiment sur une sauce super bonne. Donc voilà, le concept est simple. On met le persil dans le bol, on rajoute l'huile d'olive. Ah, il y a Pollux qui commence à s'agacer. Peut-être qu'elle a faim, qu'elle a envie de manger ton canard. Elle veut aussi peut-être un peu de sauce chimichurri. On l'entend là, c'est magnifique ça. C'est beau. Elle s'exprime. Elle s'exprime, elle a le droit. Peut-être qu'elle a le droit, elle a envie de canard, je pense. Donc ça arrive, ton assiette arrive. Dépêche-toi, Kevin. Donc, huile d'olive, persil, vinaigre, de l'ail en poudre. J'aime bien travailler l'ail en poudre, c'est beaucoup plus pratique que la petite gousse d'ail. Donc moi, j'y mets du citron vert ensuite maintenant. Là, ça gicle partout, le citron, forcément. Hop, le citron jaune aussi également. On va être vraiment sur une sauce très froide. Je m'essuie les mains, pardon. Hop, et là, on remue. Vous allez voir, ça va faire une petite sauce un petit peu épaisse. Hop, regardez ça. Ça, sur une viande rouge l'été, ça vous prend 2 minutes à faire. Ouais. Comme c'est une sauce à l'huile d'olive, vous pouvez la garder autant de temps que vous voulez. Pardon, excusez-moi. Cette petite sauce-là, moi, je vais vraiment la mettre sur le côté. Comme ça, là. Comme une sorte de condiment. Oui. Vous allez venir couper votre tranche de magret et saucer, tout simplement. C'est le but d'une sauce, c'est vraiment qu'il y en ait beaucoup, que ça déborde un peu. Il n'en reste plus à la fin. Exactement, il faut que ça déborde dans l'assiette surtout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un caramel de jus d'orange. Un caramel, alors ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai démarré avec un sucre classique, un caramel au sucre classique dans une poêle, à feu très doux vraiment. Il faut prendre le temps que le caramel se forme. Et ensuite, je suis venu chauffer un tout petit peu de jus d'orange à côté et je suis venu déglacer mon caramel avec le jus d'orange. D'accord. Et je l'ai lié avec du beurre. Ah, avec un peu de... D'accord. Voilà. Ce caramel-là, vraiment, je vais vraiment l'utiliser au pinceau. Et je vais venir napper ma tranche comme ça de magret. C'est assez fort, ça a un goût de beurre quand même. Donc on ne va pas trop en mettre. C'est vraiment pour donner une petite brillance à ma tranche de magret. Et vous allez voir lui donner un petit goût beurré, un petit goût d'orange vraiment, tout simplement. Ensuite, j'ai fait quoi ? Ensuite, j'ai fait une chantilly au yuzu. Ah. Le yuzu, c'est cet agrume japonais que j'adore. Moi, je l'achète directement en jus. Ouais. Cette petite chantilly, je vais venir la pocher directement sur ma tranche de magret, comme ça là. Hop. Voilà, ça va faire une belle couleur. Hop. C'est joli. Ouais. Là, vous pouvez remarquer que cette fois, la chantilly, je l'ai montée un peu plus ferme. Ah oui, d'habitude, t'aimes bien que ce soit moins ferme. Un peu plus crémeux. Ouais. Là, le but du jeu, c'était vraiment de l'utiliser sur le dessus de la tranche du magret. Et derrière, il va manquer la petite dernière chose, l'avocat. Tout simplement, l'avocat, je l'ai découpé en petits cubes. Je l'ai un peu citronné pour pas qu'il noircisse, ça forcément. Et donc l'avocat, je vais venir le disperser. C'est étonnant comme mélange. Un petit peu. J'y aurais pas pensé, figure-toi. C'est toujours étonnant les mélanges que je fais. Ça, vous commencez à me connaître maintenant. Moi, j'aime bien prendre un aliment et vraiment l'amener ailleurs. Donc l'avocat ici, et l'avocat ensuite je vais le condimenter avec mon fameux poivre de Bruno Timut. Et Jean-Jacques qui nous rejoignent pour la dégustation. Poivre qui vient du Népal et qui a goût naturellement de pamplemousse. Ça, c'est un poivre fabuleux. Alors Bruno n'ose pas se mettre à côté de Pollux. Voilà. C'est Jean-Jacques qui s'y met. Vous ne saviez pas. Et de 2 assiettes, voilà. Et de 3 assiettes. Hop, voilà. Et la 4e est juste là.
Le petit coup de moulin à poivre de Timut, poivre de Timut, poivre Alors de ça va être Sichuan. compliqué pour vous, Jean-Michel, Oui, je de ferai. goûter. Regardez, on va vous en couper un morceau. Vous allez le... Regardez, heureusement que je suis là. Ah, ben voilà. Alors Jean-Michel va donner à J'avais manger à prévu Pollux. manger en plus pour elle. Et Jean-Jacques va donner à manger à Jean-Michel après. Formidable. Alors, on va bien voir. Hein. Est-ce que le canard, ça passe? Viens. Regarde. Non. Non. Bah, on l'a mangé non. tout à l'heure. Moi, je crois qu'elle aime le canard. Tout à l'heure. Elle aime le canard, mais c'est Kevin. Oh. J'avais dit. Et il y a Kevin qui a un tout petit peu peur. C'est quand même très impressionnant, je tiens à le dire. Vous ne voyez pas, mais en vrai, quand ça s'envole, franchement, et ça doit faire mal un coup de. Ça peut faire mal un coup d'aile? Oui, ça. C'est les cerfs quand même. Qui peuvent Je vais rester un peu à l'écart et vous regardez manger de loin, moi. C'est, ça me va très bien là. Non. Ah, aussi, quand même. Ah bah il y va. Ah, ben voilà. Voilà. Ah, C'est non, bon, non, le on canard. ne peut pas. Non, ben Non, non, elle est non, impressionnée. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? C'est excellent. Est-ce que ça fonctionne? C'est assez frais? C'est très bon. C'est très, très bon. très frais, le mélange avec l'avocat Voilà. et le petit goût des agrumes et tout ça, Exactement. c'est Ouais, hyper c'est bon. très, très Et j'aime bien Franchement, travailler vraiment le canard, des viandes comme c'est ça, très, vraiment très frais. tataki, parce que je trouve Ah oui, qu'en c'est gardant le cru à l'intérieur, Ouais. on conserve encore plus le Ouais. goût du canard. Eh ben, Pollux, Et tu c'est sais là où pas c'est ce que tu loupes, intéressant. hein. Oui, tu sais pas ce que Le dis tu pas veux trop, Bon, tant hein, pis, que c'est tu pas aimes grave. cuisiner, voilà, hein, fais- Bon, merci. Je fasse attention, j'avoue, parce que ça fait me coûter Merci cher. beaucoup, Kevin. Merci beaucoup, Avec surtout plaisir. à vous. Oui. Et merci à Pollux d'avoir joué le jeu. Elle a été formidable. formidable, hein. Mais formidable, tout à fait. Ah oui, hein. Merci beaucoup. Allez, bonne fin de journée. Et puis, on se retrouve demain, évidemment. Même lieu, même heure. Et bon appétit. Merci.